Tout simplement parce que d'abord, les PMA, c'est-à-dire toutes ces techniques médicales qui aujourd'hui sont accessibles en France uniquement aux couples hétérosexuels et qui en même temps ne soignent pas l'infertilité, eh bien ce sont des techniques qui existent depuis maintenant une cinquantaine d'années et dans d'autres pays européens, et plus précisément dans 14 pays européens, ces techniques sont déjà accessibles aux couples de femmes. Et dans 26 pays européens, elles sont même accessibles aux femmes célibataires. Donc en réalité, la France est très en retard par rapport à la situation européenne. Qu'est-ce qui se passe? Les couples de femmes ou les femmes célibataires vont à l'étranger. Elles ont accès à ces techniques, elles tombent enceintes, elles donnent naissance à un enfant et ensuite elles reviennent en France. Et donc c'est cette hypocrisie en fait qu'il convient de faire cesser, tout simplement parce que les techniques médicales, elles sont là, elles sont possibles, elles ne soignent pas l'infertilité. Et la question qui se pose à notre société, c'est de savoir au nom de quoi notre société devrait promouvoir un modèle particulier de faire famille, alors que l'on sait que la famille hétérosexuelle n'est une garantie de rien, ni de bonne éducation, ni de tout ce qui va bien, et que donc il n'y a pas de modèle à faire prévaloir. Il faut permettre aux citoyens de pouvoir fonder une famille comme ils le souhaitent, parce que faire famille, ça participe aussi de la perpétuation de notre société. C'est une richesse pour chacun de nous. La position de l'Académie de médecine est une position politique. Il faut quand même rappeler que son président, Jean-François Mattei, est un militant des Républicains, très opposé au mariage pour tous. Et donc, on a déjà une prise de position qui est politique, et ce d'autant plus que cet avis n'est étayé par rien. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une seule étude qui vienne documenter l'assertion selon laquelle ce serait une rupture, alors employons les gros mots, anthropologique, ce serait un risque considérable pour les enfants. Il n'y a rien, c'est un avis qui est fondé sur du vent et qui est en totale contradiction avec tous les avis qui ont déjà été rendus, cette fois-ci par des autorités administratives indépendantes ou des juridictions. Je pense notamment au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui en 2015 a dit « il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes ». Le Défenseur des droits, pareil, en 2015 a dit « il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes ». Et puis, beaucoup plus important peut-être, le Comité d'éthique, c'est-à-dire cette institution qui, pour nous, est le garant de ce qui est éthique ou pas, a rendu deux avis. Un en juin 2017 et un autre en septembre 2018, après les états généraux de la bioéthique, donc après avoir organisé des débats dans la société, eh bien les deux avis sont identiques, c'est-à-dire qu'ils disent très clairement « il n'y a pas de problème éthique à ouvrir les techniques médicales qui sont aujourd'hui utilisées pour les couples hétéros à toutes les femmes ». Donc ça, c'est beaucoup plus important que l'avis de l'Académie de médecine, dirigé par un militant qui ne cache pas sa foi par ailleurs. Aucun enfant n'a choisi la famille dans laquelle il naît. Donc un enfant peut venir au monde dans une famille hétérosexuelle, peut venir au monde dans une famille composée de deux femmes ou de deux hommes, peut venir au monde dans une famille où on aura une femme célibataire ou un père célibataire. Il est faux de dire qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère. Il n'y a pas de droit à avoir un père ou une mère, ce n'est pas une question de droit, parce qu'aucun de nous ne choisit les parents qu'il a. Chacun de nous, nous avons les parents que nous avons et nous n'y pouvons rien, et nous composons avec ça. Et le fait d'avoir un père n'est une garantie de rien. Il y a aujourd'hui placé dans des foyers 300 000 enfants de familles hétérosexuelles. Il y a aujourd'hui un enfant sur 10 dans les familles hétérosexuelles victimes d'inceste. Donc le fait d'avoir un père n'est une garantie de rien. Parfois, il vaut mieux même ne pas avoir de père, pour être très clair. Bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas un modèle. Je ne dis pas qu'il faut mettre comme modèle le fait d'avoir de mère ou de père, mais je dis qu'il faut laisser la possibilité à chacun de faire famille comme il le souhaite. Et si l'enfant n'a pas de père, certes, mais l'enfant, il a deux mères ou il a deux pères, et donc il a quelque chose que les enfants qui ont un père n'ont pas, c'est-à-dire qu'il a une deuxième mère ou il a un deuxième père. Et ceci participe de son équilibre parce que la réalité dans laquelle il arrive au monde et dans laquelle il grandit, c'est d'abord le fait d'avoir deux parents de même sexe, et puis ensuite il va être confronté à la société, mais il ne va pas souffrir d'un manque pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut souffrir d'un manque que de quelque chose qu'on a eu et qu'on a perdu.
Or, ces enfants, pour les couples de femmes ou les couples d'hommes, n'ont jamais eu de père pour les couples de femmes ou n'ont jamais eu de mère pour les couples d'hommes. Et donc, ils ne peuvent pas souffrir de quelque chose qu'ils n'ont jamais perdu, puisque cette chose-là, entre guillemets, n'a jamais existé pour eux. La médecine procréative ne soigne pas l'infertilité. C'est-à-dire que dans un couple hétérosexuel qui aujourd'hui a recours à une insémination artificielle avec un donneur anonyme parce que, par exemple, les gamètes du père sont impropres à la fécondation ou la femme a des ovocytes qui sont impropres à la fécondation, eh bien, la médecine ne soigne pas ces gens. C'est-à-dire la mère aura toujours des gamètes impropres ou le père aura toujours des gamètes impropres. La médecine pallie cette infertilité qui est, semble-t-il, soi-disant, en tout cas, le critère, effectivement, c'est une infertilité pathologique. Mais on a du recul depuis 1994. C'est-à-dire que les médecins, les gynécologues, pas les gynécologues, les médecins chargés de la médecine procréative nous disent très clairement, interrogés, que ce soit le professeur Nizan ou le professeur Oliven, disent très clairement que dans 3 cas sur 10, il n'y a pas de problème d'infertilité pathologique. Aucun. Et pourtant, les gens n'arrivent pas à avoir des enfants. Et pourtant, on les aide. Donc, en réalité, la question de la médecine qui soigne, non, c'est pas vrai. La médecine, elle ne soigne pas l'infertilité. Elle pallie le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. La question qui peut se poser, c'est de savoir si il est légitime de permettre à des gens qui, entre guillemets, naturellement ne peuvent pas avoir d'enfants, d'en avoir, alors que les autres pourraient en avoir naturellement, mais en réalité, ils ne peuvent pas. Moi, je dis très simplement que la société française, comme d'autres sociétés, n'ont pas à se faire juge des modalités selon lesquelles on peut avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant. Je pense que c'est plus important qu'elle accompagne les couples qui souhaitent avoir des enfants ou les femmes célibataires qui souhaitent avoir des enfants, femmes d'ailleurs qui ne vont pas forcément rester célibataires. Elles peuvent tout à fait rencontrer quelqu'un. Et puis par ailleurs, les couples hétéros qui sont mariés ou en concubinage, on sait que 1 sur 2 se séparent au bout de 5 ans aujourd'hui à Paris. Donc il y a de garantie nulle part. Ce qui compte, c'est que le législateur et que la médecine, puisqu'elle existe, eh bien, soit accessible à tout le monde dans les mêmes conditions. Voilà. C'est pas une question de soins en réalité. Là, franchement, l'Académie de médecine, elle est vraiment composée de vieilles badernes, pour être très clair. C'est-à-dire que des études sur les enfants qui sont conçus par PMA, pour les couples de même sexe, elles existent depuis 40 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que si en France, on n'a pas de recul, croyez-moi, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux États-Unis, dans tous les pays où on a une pratique de la PMA qui est beaucoup plus ancienne que celle que nous avons en France, elle montre que les enfants ne vont ni mieux ni moins bien que les enfants qui sont élevés par des couples hétérosexuels. Je ne vais pas vous dire combien d'enfants d'hétérosexuels sont sur des divans de psychanalystes ou dans des hôpitaux psychiatriques. Donc il n'y a pas de garantie de quelque nature que ce soit. Et ce qui est vraiment insupportable dans la vie de l'ANM, c'est elle affirme des choses de manière péremptoire, qui d'ailleurs ont été critiquées par un certain nombre de membres de l'ANM elle-même, sans étayer le moins du monde ce qu'elle affirme. C'est-à-dire elle ne verse pas au débat une seule étude qui montrerait l'inverse de ce que nous savons aujourd'hui. Et sur la qualité des études, il faut simplement rappeler à l'ANM que lorsque on veut faire des études, par exemple, sur les enfants surdoués ou sur les enfants autistes, on fait des études en faisant appel aux volontaires, de la même manière que pour les enfants d'homosexuels. Et là, personne ne trouve à redire aux études qui sont faites auprès d'un échantillon des personnes concernées. Si vous voulez faire une étude sur les surdoués, vous n'allez pas interroger, je ne sais pas moi, ceux qui justement ne sont pas surdoués. Vous allez vous tourner vers les parents, enfin en tout cas vous allez mettre des annonces pour pouvoir enquêter auprès des associations d'enfants surdoués qui sont confrontés à des problématiques particulières et qui n'ont pas tous l'âge de pouvoir répondre, etc. Et donc en réalité cette tentative de disqualification des études, on la connaît bien, simplement elle est elle-même une manière est elle-même disqualifiée en réalité parce qu'elle ne fait pas les bonnes comparaisons. On va être clair, le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, il propose d'élargir, c'est-à-dire d'ouvrir les techniques qui existent dans un cadre identique à des personnes qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Donc c'est-à-dire c'est exactement le même cadre
Il n'y a pas plus de marchandisation aujourd'hui que demain dans la loi, enfin dans le projet de loi qui deviendra loi. C'est-à-dire que le principe de l'anonymat, le principe de la gratuité demeure. La question de la marchandisation est juste un chiffon rouge qui est agité par ceux qui essayent de trouver tous les arguments possibles et imaginables pour tenter d'empêcher que des couples de femmes puissent avoir des enfants par PMA. C'est un prétexte en réalité. Et si vous avancez le nombre de donneurs, aujourd'hui, le nombre de donneurs de gamètes masculines en France, c'est, comme le montre l'étude d'impact sur le projet de loi, 363. C'est-à-dire un chiffre absolument ridicule, dérisoire. Donc, nous savons qu'avec des campagnes pertinentes d'appel aux dons, il est tout à fait possible de pallier l'augmentation du nombre de demandes. Puisqu'on évalue à peu près, alors, on va parler de chiffres, combien il y a aujourd'hui d'enfants qui naissent en France grâce à un tiers donneur, c'est-à-dire l'équivalent de ce que va être la demande, enfin les couples de femmes. Les couples de femmes ont toujours besoin d'un tiers donneur. Donc aujourd'hui, pour les couples hétéros, on est à peu près à 1400 enfants par an. On évalue le nombre de femmes, de couples de femmes et de femmes qui vont demander à avoir accès à un tiers donneur à peu près à 2000. Donc ne me dites pas qu'on ne va pas trouver les 10 ou 20 ou 30 donneurs supplémentaires dont nous avons besoin pour permettre d'aider ces femmes à fonder une famille, tout simplement. Donc voilà, et en tout cas, il n'y est pas prévu dans la loi une quelconque marchandisation des gamètes, etc. Et on peut augmenter les dons grâce à des campagnes d'appel aux dons qui soient pertinentes.